Par an, quelquefois même 2 fois par an, dans le cadre, comme on dit, donc dans le cadre d'activités didactiques qui ont lieu entre l'Association belge des professeurs de français. Donc il existe une association de professeurs de français dans presque tous les pays du monde. Il y a même des pays où il y a plusieurs associations. Je pense aux États-Unis, il y en a une grande et puis des plus petites. En Russie, je crois qu'il y a 6 ou 7 associations de profs de français. En France, il y en a 5. En Belgique, il y en a même 2, mais ça c'est pour d'autres raisons. Et nous avons un accord professionnel et en même temps tout à fait officiel avec la vôtre, celle de Roumanie, qui s'appelle l'Association roumaine des professeurs de français, ARPF, qui a été créée en 1990. Et nous avons des accords, des relations depuis 1992. Et moi, je suis venu en Roumanie à peu près à ce moment-là, la première fois. Mais il y a une chose importante aujourd'hui, d'abord parce que c'est le 26 septembre, c'est la journée des langues, et pour moi, c'est surtout la première fois que je viens à Vaslui. Donc pour moi, je suis venu en Roumanie, je crois, dans presque toutes les grandes villes, je crois, à peu près toutes. Je suis passé au moins une fois. J'ai vu des dizaines de lycées, des dizaines de professeurs et des centaines d'élèves. Mais c'est la première fois que je suis à Vaslui. Ça fait pas longtemps, ça fait quoi, 1h30 que je suis arrivé à Vaslui. Et je peux vous assurer, ce n'est pas du tout pour dire des choses, comme on dit en français, de langue de bois. C'est vraiment pour être sincère. La première impression est très favorable, très positive, donc je pense que ça va continuer. En plus, vous savez, tous les francophones, nous sommes gourmands, nous aimons la bonne cuisine. Alors déjà, quand je vois tout ça, je me dis ça doit être, c'est sûrement fait pour être mangé, je pense. Ce n'est pas juste pour montrer. Donc c'est déjà très agréable comme bienvenue, vous voyez. Et puis je vous vois. Je pense que je vais assister à quelque chose de très bien. Je vois les costumes populaires, les costumes traditionnels. C'est sympathique parce qu'on ne voit plus très souvent ça. Et je vais me taire. Peut-être on parlera encore tout à l'heure, mais je vais vous laisser faire et puis on aura sûrement encore des occasions après. Je pense que ceux qui ont préparé quelque chose sont impatients de commencer. Alors, si vous me permettez, je vais parler un peu de la classe, mais à l'aide de vous, parce que c'est ma première minute comme prof à cette classe. Alors, donc, c'est une classe de 12e. Ils apprennent le français. Combien de classes? Combien d'heures par semaine? 3 heures. 4 heures par semaine. 4 heures par semaine de français. Donc ça veut dire, ça s'appelle chez nous des classes de français intensif.
forcer, même si, s'ils ont encore à apprendre. Mais ils sont ouverts, voilà, ils mettent de l'intérêt dans tout ce qu'ils font. Ils ont essayé de faire quelque chose pour aujourd'hui, c'est-à-dire une petite présentation de la ville. Ils ont eu l'idée de venir habillés en costume populaire traditionnel pour vous faire une idée de ce qu'on portait autrefois dans notre région. Hein? Je ne sais pas. Pardon? Ah, plus les plats, voilà. Donc des plats traditionnels, des desserts et des plats principaux. Ils vont les présenter, parler un peu de comment on les fait, voilà, comme ça. Sinon, je pense que c'est tout. Et puis, peut-être ils veulent poser des questions. Ou dans, Je suis prêt à répondre à toutes les questions dans la mesure de mes possibilités. Bonjour, je m'appelle André, je suis en terminale. Moi et mon camarade Alex, nous allons présenter de notre ville de Vaslui. Information générale, histoire. La première mention de vie apparaît en 1375 quand le lit de Moldavie devient prince de Moldavie. Le Tatar envahissant la Moldavie et la vie et de l'Est. Le prince de Moldavie était le grand raconté de sa grande victoire contre les Ottomans à la bataille de Vaslui. Il exista une assez grande communauté juive à Vaslui que l'Holocauste et le communiste millénaire. Information générale. Vaslui est une ville située dans l'est de la Roumanie, en Moldavie, chef du județ de Vaslui. En 2002, la population de la ville était de 17 000 habitants. Transport. L'accessibilité à la ville de Vaslui se fait de plusieurs façons: ferroviaire, routière, aérienne. Notre maire, il s'appelle ingénieur Vasile Pavel. Il a son second mandat. Il a gagné les élections électorales cette année. Il est un bon administrateur. Il a fait beaucoup de changements modernes de notre ville. Le symbole pour notre ville est Peneș Cocanu. Peneș Cocanu de son vrai nom Constantin Cocanu, qui a lutté pour l'indépendance de la Roumanie de 1877. Le symbole de l'indépendance roumaine. Il a été étudié en 1977 pour rappeler 100 ans de l'indépendance. C'est aussi le lieu où les jeunes passionnés d'Europe viennent souvent. La mairie régionale, Le centre-ville est bien grand. le tribunal de Vaslui, La care de Vaslui, beaucoup de nos collègues prennent le train chaque jour de cette gare pour revenir à l'école. ville jumelle, L'école numéro 3, l'école où j'étais élève au collège. la Stade de Vaslui, l'équipe qui s'est qualifiée sur la 3e place dans notre championnat. Arcopou. Cette photo a été prise cet été. Des activités culturelles du parc Coco. Ici, moi et mes amis avons participé à des activités culturelles. Ici, je me souviens avec mon petit ami. Le restaurant Asal. Ici, moi et mes amis déjeunons l'été.
la maison de la culture Constantin Tănase. Nous venons ici pour présenter de nouvelles activités culturelles en dehors de l'école. Mon camarade dans la maison de la culture, il joue du rock. Dans l'été, je viens ici pour nager. C'est un lac à quelques kilomètres de notre ville. Pendant la création, dans l'hiver, nous jouons avec de la neige. C'est tout. Bon, maintenant, les filles vont présenter les costumes populaires de notre région. Les filles en garçon. La région de Moscou, la région de Roumanie, a une tradition ethnique. Ce costume se trouve seulement ici et il a moins central. Ces costumes sont faits à la main et représentent des dizaines d'heures de travail. Ils sont formés d'une chemise qui s'appelle le pied, une veste pesante, blonde, une jupe blanche et cette jupe noire qui s'appelle le shorts. Aujourd'hui, on rencontre rarement des villageois portant des costumes traditionnels. Ils sont portés par les vieilles personnes, peut-être familiales ou collectives, ou aux manifestations traditionnelles de folklore. Oui, bon, les filles vont présenter les plats principaux et les recettes qu'on fait chez nous à différentes occasions. Les sarmale, c'est un plat traditionnel à notre région Moldavie. On l'a apprécié grâce à sa saveur, mais nous devons reconnaître qu'il est difficile de préparer, surtout pour nous les élèves. En plus, il demande beaucoup de temps et d'adresse. Je peux dire que les sarmales sont mangés avec des loups, de bâtiments, avec le fête religieux comme Noël et Pâques. Nous vous souhaitons bon appétit. Nous présentons une pêche traditionnelle spécifique au surtout dans le village. Nous avons utilisé de la farine, de sel, un peu de sucre et de la levure. Il est très apprécié grâce à sa simplicité et au fait qu'on peut le manger à tout moment de la journée. Ce pain traditionnel remplace avec du succès les pains classiques qu'on trouve dans tous les supermarchés. Notre pain est sain et vous allez voir très savoureux. C'est unul de set traditionnel rumen, construite dans notre pays. Les papanacs sont très délicieuses et très facilement de faire. Ils se présentent sous forme de beignets, toujours au de fromage et sang, recouverts de confiture de cerise, servis généralement par pays. Les ingrédients sont fromage, farine, œufs et fleurs. Nous vous souhaitons bon appétit.
Mais tu es très bien informé, c'est vrai. Bon, la Belgique est un pays, d'abord c'est un pays où on aime bien manger, et beaucoup. C'est vrai qu'on mange, une des préparations les plus courantes, ce sont les frites, oui, mais on ne mange pas toujours des frites. Hein. Mais enfin, c'est vrai qu'on peut, par exemple, c'est une chose qui se... Parce qu'on mange des frites autant en France, on mange aussi, mais en Belgique, il y a une particularité, c'est une tradition, c'est que dans les villes, même les petites villes, on peut trouver, comme ici en Roumanie, vous avez justement des endroits où on peut, des gogocheries, et on peut acheter dans la rue. Hein. Eh bien, en Belgique, il y a des petits kiosques qu'on appelle des friteries, où on peut acheter des frites dans la rue et manger dans la rue au lieu d'aller au restaurant. Il y a même des gens qui vont les acheter puis qui les ramènent vite chez eux tant que c'est chaud. Comme ça, on ne doit pas les préparer à la maison. On vous les sert dans un cornet en papier. Hein. Alors, il y a des petits, des grands, il y a 2 tailles, 2 prix. Et puis on vous met du sel. Et alors vous avez des sauces, de la mayonnaise ou d'autres sauces, parfois très piquantes aussi. Donc ça, c'est une tradition. Dans les autres pays où on mange des frites, on ne trouve pas ça. Ça se trouve, je crois, seulement en Belgique. La bière, oui, la Belgique est un pays de bière, parce que nous n'avons pas de vin. On ne fait pas de vin en Belgique. Enfin, maintenant, on fait des expériences, mais c'est sans intérêt. Comme on n'a pas le climat qui convient pour la vigne, il pleut trop en Belgique, il fait trop humide, donc ce n'est pas bon pour le raisin, pour le vin, et il ne fait pas très chaud. Nous n'avons, par exemple, ici, moi j'ai l'impression d'être de nouveau revenu en été, parce que hier j'ai quitté Bruxelles, et la température le jour était à peu près la même température que celle que vous avez chez vous maintenant pendant la nuit. Donc à peu près 14 ou 15 degrés maximum. C'était quand j'ai quitté la Belgique, il n'y avait pas de soleil, beaucoup de nuages, de la pluie. Donc nous n'avons pas un climat chaud, nous n'avons pas un climat froid non plus, mais c'est toujours moyen, c'est très tempéré. Donc c'est pas bon pour faire du vin. Par contre, pour la bière, il n'y a pas de problème, pas de souci. Donc nous avons... on dit qu'il est possible en Belgique de trouver presque une centaine de bières différentes. Donc des bières très classiques. Je vois quelqu'un qui sourit. Le verre est bon. Oui, mais il y a des bières en Roumanie qui sont très bonnes aussi, comme des bières blondes. Donc les blondes, comme vous avez Silva, Ursus par exemple. Ça, en Belgique, vous avez des bières comme ça. Ce sont les bières courantes, banales. Elles sont très bonnes pour boire un verre, pour se rafraîchir. Mais alors, il y a toutes sortes de spécialités, des bières qui sont fabriquées dans les abbayes. Vous savez ce que c'est une abbaye? C'est un monastère, si vous voulez. Monastère. Donc là où il y a encore aujourd'hui des moines, c'était leur tradition. Avant, ils faisaient de la bière. Maintenant, c'est souvent une usine, évidemment, c'est moderne. Mais il y a des bières brunes, très brunes, mais très fortes. Il y a la même marque peut avoir 3 qualités différentes. 7 degrés, ça c'est presque comme une blonde, enfin c'est déjà plus fort. 8, 9 et même 12, à peu près la même force que le vin pour une bière. C'est le maximum possible d'ailleurs, après ça ne marche pas. Donc il y a des bières blanches aussi, on dit qu'elles sont blanches, elles ne sont pas blanches, mais elles sont moins jaunes que les blondes, elles sont un peu aigrelettes, donc c'est très rafraîchissant quand il fait chaud. Il y a voilà, donc beaucoup de... Et alors, qu'est-ce que la demoiselle me demandait aussi? Bière, frites. Ah oui, le chocolat. Bien sûr. Le chocolat est une spécialité. Il y a en Europe 3 pays de chocolat. La Hollande, la Suisse et la Belgique. Alors, on fait du très bon chocolat en France aussi, mais c'est moins la spécialité, c'est beaucoup plus cher aussi.
La Belgique fait du chocolat parce que nous avons des vaches, donc on a du lait. Et on a eu une colonie africaine pendant très longtemps, le Congo. C'est le Congo belge, c'était la colonie belge, où on produisait du cacao. Donc avec le cacao, on fait le chocolat. Hein. Et avec le lait, bon, on arrive à faire le chocolat pour boire. Et puis après, il y a des gens qui ont eu l'idée de faire du chocolat solide, faire de la pâte, et puis des bonbons en chocolat. Et alors on a inventé en Belgique même une spécialité nouvelle, il y a déjà plus de 100 ans, ce qu'on appelle simplement les bonbons en chocolat, mais en Belgique on appelle ça les pralines. Hein? Et je vois que vous connaissez, les garçons connaissent la bière, les filles connaissent le chocolat, les rôles sont très bien. Moi j'aime les deux. Et les pralines, c'était imité un peu partout, mais c'était inventé par un chocolatier belge, en Belgique en tout cas. Il n'était pas belge. Oui, mais en Belgique, c'est un pays où tout le monde entier habite. Vous savez, il y a rien qu'à Bruxelles, si vous vous promenez dans les rues de Bruxelles, on peut entendre toutes les langues du monde. Il y a des gens de tous les pays du monde. Depuis quelques années, on entend même beaucoup parler roumain aussi. Et c'était un certain monsieur on le prononce à la française, Neuhaus, c'est Neuhaus. Il était allemand d'origine, mais il vivait à Bruxelles et il a fabriqué du chocolat. Et il a eu l'idée de fabriquer donc des petits bonbons en chocolat avec quelque chose à l'intérieur, une garniture, une farce à l'intérieur, avec de la crème, je ne sais pas, des amandes, toutes sortes de choses, du massepain, la pâte d'amande, marzipan. Bon, et ça s'est répandu, ça s'est imité, et ça aussi, ça se vend. Il existe des magasins à Bruxelles d'une autre marque qui se trouve, je crois, même en Roumanie, à Bucarest, j'en ai vu. La marque, c'est Leonidas. C'est aussi belge, mais c'est un grec cette fois-là. C'est un grec qui est venu habiter à Bruxelles et qui fait des chocolats moins chers. Ils sont très très bons, mais ils sont un peu moins chers que les autres. C'est une politique commerciale. Et comme je vous disais, les frites, on peut les acheter dans des petits kiosques comme ça, dans la rue. On peut acheter des chocolats aussi à des magasins qui ont la fenêtre ouverte et vous restez sur le trottoir. Vous choisissez, on vous donne, vous payez, et voilà, il ne faut même pas entrer dans le magasin. Il y en a quelques-uns. Donc voilà, c'est vrai que il y a encore d'autres choses, bien sûr, mais ça, c'est vraiment 3 spécialités, la bière, les frites et le chocolat. Dans le centre de Bruxelles, vous pouvez trouver tous les magasins des différentes firmes, marques de chocolat. Donc depuis Leonidas, qui est, disons, le plus populaire, jusqu'à un nouveau, enfin maintenant ça fait 10 ans, Marcolini. Vous voyez, ça c'est un Italien, qui fait des chocolats très petits comme ça, très chers. Mais pour les gens, vous savez, les dames qui ont peur de grossir, qui soignent leur ligne, alors elles achètent, et comme c'est tout petit et que c'est cher, on n'en mange pas beaucoup. Donc c'est très bon pour le régime. Voilà. Mais maintenant, on a échangé, mais moi je suis très très curieux. Je connais un peu, vous savez, de ce que vous m'avez présenté, je connais déjà les sarmale, parce que je crois que c'est impossible de venir en Roumanie sans manger les sarmale. Mais ça, je crois que c'est même plus rare. J'ai l'impression que ça, c'est dans des... Est-ce que c'est des feuilles de vigne? C'est pas du chou, c'est des feuilles de vigne. Et ça, oui. je n'ai presque jamais mangé. Toujours dans les feuilles de chou. Ça, oui. Une fois et des vases. Une traduction approximative française, c'était chou farci. Chou farci, oui. Mais alors, c'est pas sous cette forme de petits rouleaux. On fait plutôt autrement. Oui, c'est autre chose quand même. Oui. Quand même. Oui. Mais avec les feuilles de vigne, je sais que ça existe, mais je crois que je n'en ai jamais goûté. Alors, donc peut-être voilà. c'est le moment de les essayer. Ah. Mais déjà maintenant, on commence. Pas d'autres questions parce que, vous voyez, je suis bavard. Hein. C'est une fois que t'es live.
Les stéréotypes. Oui, les stéréotypes. Ah oui. Enfin, c'est-à-dire, oui. Attendez, je dis oui, ça demande de réflexion. Je n'avais pas beaucoup de stéréotypes, je ne connaissais pas beaucoup de choses de la Roumanie avant de venir la première fois. Moi, c'est quand j'étais étudiant. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais très brièvement. Hein, pe scurt, comme on dit. Hein. J'étais étudiant en langue romane, donc le français, l'espagnol, c'était ma deuxième langue que j'apprenais, un peu d'italien. Le roumain, jamais, c'était le silence. Or, on nous disait bien, parfois, oui, on parlait dans la linguistique générale, toutes les langues romanes, il y a aussi le roumain, mais c'était un mystère. Alors, c'était évidemment une époque encore, c'était avant la Révolution, donc c'était un pays totalement mystérieux. Enfin, on en parlait un peu pour la politique, mais quand même pas beaucoup. On connaissait une actrice de théâtre qui s'appelait Elvira ou Elvire Popescu. Enfin, on disait Elvire Popescu, mais qui tournait dans des films et au théâtre. Moi, c'était le premier nom roumain que j'ai entendu. Et puis, les timbres. Parfois, je voyais des timbres de Roumanie, et j'essayais de lire tout ce qui était écrit pour découvrir. Et alors, à l'université, j'ai pu aller à la bibliothèque et nous avions des dictionnaires français-roumains. Alors, je regardais, mais je ne savais pas du tout comment on prononçait. Ça, aucune idée. Et puis, peu à peu, j'ai pu obtenir un correspondant roumain qui étudiait à Cluj, mais qui m'écrivait, mais uniquement des lettres très sages, des lettres uniquement où on parlait de langue, rien d'autre. Et oui, il disait qu'il avait un frère, bon, d'accord. Et il essayait de m'expliquer comment on prononçait le roumain, mais par écrit, c'est très difficile. Alors, et finalement, j'ai eu l'occasion de venir une première fois en Roumanie, mais tout à fait comme touriste. Mais je n'avais pas vraiment d'idée même de ce que j'allais voir en Roumanie. Franchement, c'est vrai, je n'avais pas de clichés, pas de stéréotypes. C'était un pays, disons, latin, entre guillemets, parce que la langue est latine. Bon, je ne sais pas si c'est tout, mais c'est quand même latin, mais c'est aussi balkanique un peu. C'est l'Orient de l'Europe, l'Est de l'Europe. Mais qu'est-ce que tout ça était pour moi? Je ne connaissais pas. Moi, j'étais intéressé surtout par la langue, puis j'ai découvert petit à petit qu'il y avait beaucoup d'artistes, des peintres, des musiciens, mais j'ai découvert ça peu à peu. Et c'est surtout parce que pendant des années, je ne suis plus venu en Roumanie, quand la situation politique a été très mauvaise. J'aurais voulu venir parce que je connaissais des gens que j'aimais bien, mais je ne voulais plus venir donner mon argent à la Roumanie de cette époque-là. Et puis quand il y a eu possibilité, après le début des années 90, dans notre association, le président de l'époque de notre association a dit, voilà, il y a une association roumaine des professeurs de français qui se crée, et ils invitent quelqu'un, ils voudraient un représentant de chez nous, pour aller, c'était à ce moment-là, à Bucarest et à Craiova, en Oltenie. Et est-ce que quelqu'un veut aller en Roumanie une semaine? Donc tout était payé. Personne parmi mes collègues, tout le monde a fait comme ça, comme les mauvais élèves quand on pose une question. Et moi j'ai dit, mais moi je veux y aller. Ça faisait des années, donc je suis revenu en Roumanie, voilà. Et depuis 1993, je crois, je viens tous les ans. Ça se voit bien, parce que vous parlez déjà un peu berlin, bien, très bien, vous me surprenez, ça c'est sûr. Bon, je n'ai jamais appris réellement, je n'ai pas suivi de cours. C'est en apprenant, en venant en Roumanie, avec des conversations, et puis j'ai quand même appris chez moi, j'essaie de lire aussi un peu. Mais je trouve toujours, c'est un problème pour moi, parce que comme je viens dans le milieu des professeurs de français, je trouve toujours des Roumains qui parlent tellement bien le français que je n'ai pas l'occasion d'améliorer mon roumain. Mais voilà, mais donc vraiment, quand j'ai dit oui, que vous m'avez posé la question, oui, les stéréotypes, je n'avais pas compris très bien la question.
j'avais compris autre chose, donc vraiment les stéréotypes que j'avais avant, mais je n'avais pas de stéréotypes. Mais en venant en Roumanie depuis maintenant à peu près 20 ans, j'ai vu plutôt d'un changement par rapport aux Roumains que j'ai connus il y a 20 ans. Je trouve que beaucoup de choses ont changé dans la mentalité, dans la façon d'être des jeunes, par exemple, qui sont tout à fait comparables à des jeunes de Belgique. Je ne vois pas, si vous n'ouvrez pas la bouche, on pourrait croire que vous êtes l'une ou l'autre des étudiants de mon école. Les préoccupations, les envies, les plaisirs, les distractions, les vêtements, pas ça, hein, mais sont exactement les mêmes. Les soucis, tout est pareil, je trouve. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. C'était un pays beaucoup plus différent quand même. Voilà. Autre question? Il y a une question ici. Oui. Est-ce que vous voyez que les Belges se font la bise 3 fois? Chez nous, c'est 2 fois. Pardon, j'ai pas que les Belges. J'ai pas bien entendu la fin de la phrase. Est-ce que vous voyez que les Belges se font la bise 3 fois? Ah, je ne vais pas. Alors, tiens, quelle idée. Oui, oui. Alors, les Belges font effectivement habituellement 3 fois. C'est vrai. 1, 2, 3. Alors que partout ailleurs, en France, c'est 2 fois. En Roumanie, c'est 2 fois. Dans presque tous les pays, c'est 2 fois. En Belgique, c'est vrai qu'on fait 1, 2, et puis un petit remords. On fait une 3e fois. Et ça étonne toujours les étrangers. Quand moi je fais la bise à quelqu'un, la 3e fois, la dame se recule. Qu'est-ce qu'il va suivre? Qu'est-ce qu'il va faire après? C'est seulement, ça s'arrête comme ça. Donc maintenant, je le fais souvent 2 fois, comme je voyage un peu. Mais quand je le fais en Belgique à quelqu'un 2 fois, la personne attend la 3e. Pourquoi 2 fois? Pourquoi pas 3? Parce qu'en Belgique, on est habitué à 3. Oui. Ce sont des petits détails culturels. Mais comment est-ce que vous savez ça? Ah bon. Ou alors on fait 1 fois. Quand c'est une bise un peu plus formelle et pas trop chaleureuse. Voilà. Mais ça veut dire, ça veut presque dire je n'ai pas envie de te faire la bise. Mais d'autre part, c'est vrai que les Belges sont plus avares. Plus avare. Avare. Je ne sais pas. Pas pour les bises en tout cas. Les Flamands. Ah. C'est-à-dire, bon, il faut quand même dire, vous le savez sûrement, qu'en Belgique, nous avons 2 peuples qui habitent dans le même pays, mais vraiment 2 peuples, bon, officiellement, nous sommes tous belges, mais en réalité, pour l'extérieur, pour l'étranger, ce sont tous des Belges. Pour nous, c'est vrai que nous voyons quand même, nous sentons beaucoup de différences entre les Flamands, donc qui habitent le nord, qui sont les plus nombreux aussi, qui sont 6 millions sur maintenant à peu près 11 millions d'habitants qu'il y a en Belgique. 6 millions sont flamands, les Flamands, donc qui parlent une autre langue, qui parlent une langue germanique, qui est en réalité le néerlandais, la langue qu'on parle aux Pays-Bas, en Hollande, avec, comme on disait tout, avec un accent, une prononciation un peu différente, mais c'est la même langue, tout à fait la même. À l'école, c'est la même langue qu'on apprend. Et alors à Bruxelles, qui est la capitale, il y a beaucoup d'étrangers, c'est une ville très internationale, très cosmopolite, mais la ville est quand même majoritairement francophone. Bruxelles est une ville où, disons, la langue qui réunit tous les Bruxellois, c'est le français. Si vous allez à Bruxelles et que vous ne parlez pas le français, même si vous parlez l'anglais, oui, pour passer un jour ou 2, ça ira, mais si vous voulez vous installer à Bruxelles et que vous ne parlez pas français, votre vie va être difficile, ça va être compliqué pour aller faire les courses, pour aller au magasin, si vous avez envie d'aller au théâtre, c'est presque seulement en français que vous pouvez voir du théâtre à Bruxelles. Il y a un théâtre flamand,
ou 2, maintenant il y en a 2, oui, c'est tout, mais pas dans d'autres langues. Il n'y a pas de théâtre en anglais, il n'y a pas de théâtre en allemand, en espagnol, c'est seulement en français. Cinéma, bon, là évidemment il y a tous les films américains, bien sûr, mais beaucoup, on donne à Bruxelles beaucoup de films français, et qui ne sont même pas sous-titrés, ils sont seulement parlés français et c'est tout. Donc, pour travailler, c'est surtout en français. Donc, la ville de Bruxelles est une des grandes villes francophones. C'est probablement la 5e ou la 4e plus grande ville de langue française dans le monde. Il y a, je crois, une fois j'ai fait le compte, il y a 36 théâtres et maisons de la culture. Donc, tout se fait exclusivement en langue française. Et puis alors, il y a le sud, qui s'appelle la Wallonie. La Wallonie, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais la racine du mot wallon, c'est le nom des habitants, W-A-2-L-O-N. La racine, le radical, est le même que pour le mot Valachie, Valachia. Valak, c'est le même, ça veut dire des peuples qui ont été... oui. Ça veut dire des peuples qui ont adopté la culture, la civilisation des Romains latines. Donc c'est ça que ça veut dire. C'était les étrangers, les voisins, qui étaient souvent des barbares, des Germains, qui les appelaient comme ça. Leurs voisins immédiats étaient Valo, Vala, c'est-à-dire des étrangers qui vivent comme les Romains, qui parlent comme les Romains. Donc la Wallonie, c'est le sud de la Belgique, qui est surtout contre la frontière française. En fait, c'est un morceau de France. Normalement, ça aurait dû être en France, mais l'histoire, la politique a fait qu'une frontière s'est installée entre les deux, parce que les noms des villages, tout, c'est exactement les mêmes que si vous passez la frontière, vous ne voyez aucune différence. Et là, on parle le français depuis la période des Romains. Il y a eu d'abord des dialectes qui ont été remplacés petit à petit par le français. Hein. Mais là, il y a à peu près 3,5 millions d'habitants, 3,5 millions, et avec Bruxelles, ça veut dire qu'en Belgique, il y a 4,5 millions, même un peu plus, parce qu'en Flandre, il y a aussi des gens qui parlent français, encore aujourd'hui, 400 000 à peu près, dans la partie flamande. Donc il y a presque 5 millions de Belges francophones en Belgique sur un petit peu moins de 11 millions d'habitants. Hein. À peu près 5 millions donc, qui sont francophones. Et pourquoi je disais ça? Oui, donc parce qu'il y a donc ces deux peuples. Et peut-être vous avez entendu la politique, les histoires politiques de la Belgique ces dernières années. Maintenant, c'est un peu calmé. Mais il y a en Flandre, dans la partie flamande, un parti politique, mais qui a beaucoup de succès, qui remporte toujours au moins 40% des voix, qui propose la séparation de la Belgique et la formation d'un État flamand indépendant, donc d'une République de Flandre. Ils trouvent qu'il serait mieux, ils seraient plus riches encore et ils pourraient mieux se diriger leur propre politique s'ils n'étaient plus dans la Belgique, donc la Flandre. Et il y a chez nous même des idées, ce sont un peu des stéréotypes, mais les stéréotypes, il y a toujours un peu de vrai quand même. Hein, il y a beaucoup d'inventions, beaucoup de caricatures, mais ça part toujours de quelque chose qui est un peu vrai. Sinon, il n'y aurait pas ça. C'est vrai que les Flamands, donc mes compatriotes encore pour le moment, flamands, je ne sais pas s'ils sont avares, mais en tout cas, ils aiment beaucoup, on en parlait dans la voiture ce matin, ils aiment l'argent. Ils travaillent peut-être avec plus d'énergie, parce que leur but, pour beaucoup, pas tous, hein, mais l'objectif dans la vie, c'est de devenir toujours plus riche. Donc, faire prospérer un magasin, un commerce, une industrie, une fabrique, pour avoir de l'argent et ne pas le dépenser. L'intérêt, donc ça c'est l'avarice, c'est d'avoir
un grand compte en banque. Alors que, disons, chez les Wallons, oui, on aime aussi avoir de l'argent parce que l'argent, ça permet de vivre mieux. Mais ce n'est pas le but dans la vie, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif, c'est plutôt de profiter de la vie, s'amuser un peu, être heureux, avoir un peu d'argent quand même quand il le faut pour avoir des vêtements, pour pouvoir acheter quelque chose. Mais ce n'est pas un idéal dans la vie, l'argent. Je crois que c'est peut-être ça un peu la différence entre... je pense que c'est l'esprit, peut-être l'esprit gaulois et aussi un peu la culture latine par rapport à la culture germanique, si on veut faire toutes ces grandes oppositions. Voilà. Il y a encore autre chose? Vous avez des questions aussi? Oui. Quand pouvez-vous nous dire de la Belgique, sauf ce que vous avez déjà dit? Ah, oui, il y aura les traditions ou la culture peut-être. Alors c'est un pays qui a, comme tous les pays, bien sûr, nous avons des traditions folkloriques, populaires. On aime bien faire la fête. Est-ce qu'on porte toujours les costumes traditionnels comme chez nous à des occasions spéciales? Oui, quelques occasions très spéciales, oui. Mais sinon, dans la vie courante, dans le quotidien, jamais. Mais à certaines... Vous gardez quand même l'habitude de les porter à des occasions spéciales? À des occasions spéciales, il y a, oui. Notamment, on fait pas mal de la tradition du carnaval qui se fait en Belgique. Vous comprenez ça, le carnaval? Et le carnaval de Rio, au Brésil, est le plus célèbre du monde. Mais en Belgique, il y a un carnaval assez connu quand même dans les pays voisins. Il se passe en Wallonie, dans une petite ville qui s'appelle Binche. Binche est une petite ville à peu près de l'importance de Vaslui. J'ai entendu la population, c'est à peu près la même chose, à peu près 20 000 habitants. C'est la grande activité de Binche, c'est la préparation du carnaval tous les ans. Quand il est fini, un mois plus tard, on commence déjà à préparer celui de l'année suivante. Et là, il y a toutes sortes de costumes typiques, mais il y a aussi des groupes qui portent les anciens costumes de la région pour défiler dans le carnaval et pour aller dans la ville. Mais il y a d'autres fêtes de ce genre dans beaucoup de villes de Belgique, en Flandre aussi bien qu'en Wallonie, ça c'est la même chose. À Bruxelles, la capitale, on n'a pas de carnaval, mais on a d'autres traditions. On a notamment un cortège historique qui se fait une fois par an en plein été, qui remémore, qui rappelle un événement historique très ancien qui s'est passé. Et à cette occasion, on a conservé les costumes de l'époque. Bon, ils ne sont plus de l'époque parce qu'ils sont trop vieux. On les a réparés, on a fait des imitations, mais on les garde précieusement. Alors, comme autre tradition, la Belgique est un pays de culture chrétienne, mais catholique. Pas orthodoxe. Il n'y a pas d'orthodoxe en Belgique. Oui, ou alors des étrangers, des Roumains, des Grecs, des Russes, mais il n'y a pas de Belges orthodoxes. Mais les Belges, la religion dominante, c'est la religion catholique. Donc on fête évidemment beaucoup les grandes fêtes catholiques, mais principalement pour les catholiques c'est plus Noël que Pâques. Pâques est une fête importante, mais Noël c'est la grande fête avec les cadeaux pour les enfants, le grand festin, les visites chez les uns et les autres. C'est vous aussi, je sais, mais Noël est vraiment la grande fête. Et comme il y a tout le mois de décembre est un mois de fête. Ça commence avec déjà des petites fêtes au début du mois de décembre. Et puis, il y a Saint-Nicolas, le 6 décembre, chez nous, Saint-Nicolas, c'est la vraie fête des enfants. C'est la fête des enfants
plus que Noël. En Belgique, on fait les cadeaux aux enfants le matin de la Saint-Nicolas, donc le 6 décembre. Les petits-enfants jusqu'à l'âge de 7, parfois 8 ans, croient vraiment que Saint-Nicolas vient déposer des jouets, des bonbons, des cadeaux. Hein. Parfois, quand ils sont plus vieux, ils font encore semblant d'y croire. Comme ça, ils reçoivent toujours. Mais les enfants belges ont de la chance parce que maintenant, avec les habitudes étrangères, on offre aussi des cadeaux à la Noël. Le Père Noël apporte aussi une deuxième fois des cadeaux. Et donc le mois de décembre, vraiment un mois de... Après, il y a le Nouvel An. Puis on fait aussi une fête que je crois qui n'est pas très connue ici. C'est le 6 janvier. Donc ça commence à peu près le 6 décembre jusqu'au 6 janvier. Le 6 janvier, c'est la fête des rois mages. Mais je pense qu'en Roumanie, on ne connaît pas ça. Donc ce sont les 3 rois qui sont allés voir Jésus nouveau-né quand il venait de naître et qui lui ont apporté chacun un cadeau. Et c'est pour ça d'ailleurs en Espagne, la fête des enfants, c'est les rois mages en Espagne, los reyes, où là, comme les rois ont apporté des cadeaux à Jésus, à l'enfant Jésus, en Espagne, on offre les cadeaux aux enfants, on fête les enfants le 6 janvier. Mais dans les pays francophones, il y a une tradition, c'est de manger un gâteau spécial que l'on appelle la galette des rois. Et dans cette galette, on cache, au moment de cuire le gâteau, qui est un gâteau comme ça, enfin ça dépend, au moment dans la pâte, dans la préparation, avant on mettait une fève. Vous savez ce que c'est une fève? Mais maintenant, ce n'est plus une vraie fève. C'est un petit objet qui ne brûle pas. Une figurine, oui, qui est en porcelaine ou en plâtre, quelque chose de dur, que l'on met dans la pâte. Et puis voilà, on apporte le gâteau. Il faut être nombreux, il ne faut pas être à 2. Tout seul, ça n'a pas de sens. Il faut être au moins 4. Et on découpe le gâteau en parts, une par personne invitée. Et il y a quelqu'un, généralement le plus jeune des invités, tourne avant le cachet sous la table, en dessous de la table, mais bon, on ne fait plus toujours ça. Il se tourne ou il va derrière une porte et la personne qui a découpé le gâteau prend une des assiettes, prend une part de gâteau et dit pour qui ce morceau. Et l'autre, le plus jeune qui est caché, qui ne voit rien, dit pour Oana, pour Alex. Voilà. Et comme ça, même si on voit la fève au moment de couper, c'est le hasard, puisque l'autre ne voit rien, il ne voit pas, hein, il n'a pas vu le gâteau découpé. Et donc, les gens mangent, et au moment, celui qui a trouvé la fève dans son morceau de gâteau, dit « Ah, je l'ai ». Et alors, il doit choisir, si c'est un homme, si c'est un garçon, il doit choisir une reine. Et quand il a choisi une reine, on lui met une petite couronne sur la tête. Et si c'est une femme, elle doit choisir un roi. Et voilà. Et normalement, le roi ou la reine doit offrir la galette des rois l'année suivante, l'année prochaine. Voilà. Bon, il y a encore tellement d'autres choses à dire, mais voilà quelques traditions, quelques idées. Voilà. Alors peut-être que c'est le temps de goûter un peu. Oui. Garnise.